Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la parentalité et à la maternité. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, je vais vous parler plutôt de ce qui m'anime aujourd'hui et enfin surtout en ce moment. Et puis surtout, c'est que depuis la reprise début septembre de l'émission, on n'avait quand même encore pas parlé de la rentrée des classes, qui est quand même un événement majeur en septembre pour tous les parents qui ont des enfants qui sont déjà en âge d'être scolarisés. Et j'avais surtout envie de pouvoir consacrer du coup cette émission aux pépites que j'ai pu trouver à droite à gauche, qui sont des ressources pour soutenir justement cette phase qui peut être des fois assez difficile, parce que c'est des transitions, surtout pour les petits qui commencent et qui découvrent la maternelle, ou parfois pour même d'autres enfants pour qui l'année dernière ça allait bien, mais cette année il y a des changements de classe, je suis plus avec le même copain, j'ai perdu le grand frère ou la grande sœur qui était avec moi dans la même école parce qu'il a changé d'école. Ce sont autant de perturbations qui font que assez souvent et fréquemment, en fait, en tant que parent, on va être confronté à des difficultés avec l'école et son enfant. Donc j'avais envie d'ouvrir cet espace pour en parler et essayer de vous offrir un autre point de vue, un autre regard et des infos qui pourraient vous soutenir tout au long de cette émission. Alors, la première chose, j'ai envie de vous parler, du coup, aujourd'hui, je vais vraiment m'appuyer sur un livre que j'ai découvert. Alors, il vient de sortir, le livre, mais ça a commencé, cette histoire, avec un compte Instagram, d'abord, sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Les Trois Seaux. Seau comme un seau de plage d'enfants. Qui renvoie donc un synonyme, ce serait réservoir aussi. On en parle souvent des réservoirs affectifs de l'enfant, son réservoir à câlins, son réservoir de sécurité, etc., etc. Là, c'est le même terme, mais sauf qu'on va parler des seaux. Et donc, je crois qu'il est sorti le 11 septembre ou le 15. Enfin voilà, il y a que quelques jours. Ils ont enfin pu sortir un livre qui regroupe toute la méthode, toutes les choses qu'elle transmettait déjà sur le compte Instagram. Le compte Instagram était déjà en soi une belle pépite, mais je trouvais que je ressentais une certaine frustration de me dire ok, elles disent des trucs trop intéressants, mais moi j'aimerais bien aller plus loin. Ce serait bien de pouvoir prendre le temps de rentrer dans leurs propositions qui ont l'air tellement pertinentes. Du coup, je vous avoue que j'étais vraiment en joie quand elles ont sorti leur livre. Et qui regroupe vraiment, pour le coup, je suis pas du tout déçue. C'est de loin la première fois que j'ai un livre autant bien constitué, de qualité. Et donc, je pense qu'on va passer ce petit temps ensemble à naviguer à travers ce livre, simplement pour vous donner envie de l'acheter, mais aussi pour vous montrer en fait pourquoi ce serait vraiment une bonne idée. Parce que si vous vous retrouvez dans des situations fréquentes, que ce soit autour de l'école, parce que l'école finalement va venir soulever des points très intéressants chez l'enfant quelque part. On comprend, à la fois elles le disent dans leur livre, mais finalement c'est aussi du bon sens. Un enfant qui n'était pas habitué à être scolarisé, qui devient scolarisé, on lui impose un rythme, on lui impose un cadre très exigeant, c'est-à-dire qu'il doit rester assis à un endroit précis. Quand il démarre une activité, il doit aussi rester à cette activité et non pas une liberté de pouvoir aller explorer d'une activité à l'autre, ou alors de se déplacer, de se lever tant qu'ils n'ont pas été appelés pour aller à la cantine, ou bien quand la fin de l'école sonne, étant donné qu'il faut s'organiser. Donc c'est très très bien, ça apprend à l'enfant plein de choses. Mais pour certains enfants, c'est toute une journée de contrôle sur eux qui fait qu'à la fin de la journée, ils explosent littéralement. Et du coup, vous avez peut-être constaté des comportements différents entre les années précédentes de leur vie, les vacances d'été qui se passaient bien. Et puis depuis l'entrée à l'école, il y a comme des nouvelles choses, des nouveaux comportements qui sont apparus, beaucoup plus de décharges, d'émotions intenses, d'émotions fortes. Et peut-être que vous commencez à vous poser des questions et à vous sentir un petit peu dépassé. Voilà, donc là c'est sur la situation de l'école, puis finalement à travers ce livre vous verrez que toutes les situations de la vie quotidienne sont traitées,
que ça soit l'enfant qui fait des crises, que ça soit les repas à table sont difficiles, les endormissements sont difficiles, les temps d'écran, parce que ça s'adresse pas qu'aux petits, c'est vraiment de 0 à 10 ans. Donc les temps d'écran, mais aussi la vie sociale de votre enfant. Mon enfant ne se fait pas d'amis ou il se laisse faire. Voilà, plein de situations qui vont être regardées avec cette connaissance des 3 sauts, dont on va un peu plus parler en détail tout à l'heure, et avec du coup une clarté et une méthode incroyable. C'est-à-dire que c'est la première fois que dans une situation où je me reconnais, voilà, pour être totalement honnête, forcément vous savez que j'ai des enfants, donc moi aussi, je suis comme vous, je suis aussi sujette à des situations qui me poussent dans mes retranchements. C'est la première fois que je ressens autant de soutien et d'accompagnement, avec une clarté, une description précise de ce que fait l'enfant et qui correspond à la réalité. Et puis après, de comment en fait je peux gérer cette situation, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois penser. Et on a tous les outils qu'on met en place qui sont vraiment bien nommés, avec une boîte à outils qui redonne ce qu'on attend de nous en tant que parents. Donc à la fois, ce livre va vraiment nous aider à changer notre posture et à accompagner de façon bienveillante notre enfant dans ce qu'il traverse en fait, et à apporter vraiment cette sérénité qu'on attend tous, cette tranquillité qu'on aimerait tous avoir dans nos familles. Ce livre, je trouve qu'il est très 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 inspiré de la communication non violente, et vous savez que j'adore ça, la communication non violente, donc voilà pourquoi ça m'a autant parlé. Mais avant de vous en dire plus sur ce livre, je voulais aussi vous citer un autre compte Instagram qui peut être une ressource. Donc là, il y a celui les 3 sauts. Et il y a aussi celui qui s'appelle « Et un jour, du bas, ça va mieux », qui nomme aussi beaucoup de situations et qui offre à la fois aussi un changement de regard et de perspective. Donc voilà, ça c'était la deuxième ressource que j'avais envie de vous donner. Bon, et puis on va y aller. Je pense que vous l'avez peut-être tous entendu au moins une fois dans votre vie de parents, le « je ne veux pas aller à l'école » ou le « je ne veux pas aller au centre de loisirs » ou « je ne veux pas aller à l'activité dans laquelle vous avez inscrit votre enfant ». Et bien souvent parce que ces phrases sortent toujours dans un moment qui n'est pas propice à la discussion. Le matin, par exemple, où on est très pressé par notre timing éreintant de parents qui travaillent, on a tendance à peut-être répondre à oui, ok, t'as peut-être pas envie d'y aller, mais aujourd'hui on n'a pas le choix. De toute façon, en fait, en autre jour on a le choix, puisque de toute façon je travaille, l'école est obligatoire et tu ne peux pas rester à la maison ici. Ou alors parce qu'on sait toujours que nos enfants vont nous dire ça, qu'ils ne veulent pas aller à l'école, le centre de loisirs, l'activité de danse ou je ne sais quelle autre activité. Et puis en fait, quand on vient les récupérer, on voit bien qu'ils se sont amusés et éclatés. Donc on a tendance aussi des fois à peut-être dire ce genre de phrase, tu dis ça mais à chaque fois tu t'amuses, voilà. Dans tous les cas, en fait, ces phrases qu'on a l'habitude de répondre un peu du tac au tac, et elles sont logiques puisque n'oublions pas d'où nous venons, voilà. Quel accueil ça procure chez votre enfant? Je vous invite un petit peu à vous demander si vous étiez à la place de votre enfant et que vous alliez voir quelqu'un en qui vous avez quand même très confiance, puis vous lui disiez j'ai pas trop envie d'aller à ce restaurant avec tous mes collègues, et qu'on vous réponde en fait de toute façon t'as pas le choix, ou alors tu dis ça à chaque fois et puis finalement regarde, tu vas bien manger, tu vas t'amuser. Comment vous vous sentiriez à ce moment-là? Moi, je me sentirais un petit peu minimisée dans ce que j'ai envie de dire, et je sens surtout que le dialogue il se ferme. Je suis pas invitée à parler, je suis plutôt invitée à me taire et à être raisonnée dans ce que je ressens. Et c'est un peu ce que ressent notre enfant quand on a tendance à répondre ces phrases-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en répondre à la place? C'est se mettre en lien en fait avec ce que l'enfant est en train de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu veux bien me raconter? Et ensuite, valider en fait ce qu'il vient de dire. Par exemple, parce qu'il y a toujours en fait quelque chose. Il n'y a pas le j'ai pas envie. Alors il peut sortir le juste j'ai pas envie. Mais vous verrez que faut être un peu patient. Et que peut-être ce jour-là, il ne le dira pas. Mais si vous vous montrez de l'écoute par rapport à
cette phrase de je ne veux pas aller à l'école, par exemple, si on souhaite parler de l'école, vous verrez que peut-être les jours d'après, il va commencer à être un peu plus bavard et à raconter un peu plus de choses. Vous allez peut-être découvrir en fait que dans cette journée, il y a quelque chose qui finalement l'inquiète, lui fait peur. Ça peut être le moment du repas, par exemple à la cantine, un moment où on peut le comprendre, c'est très bruyant, très organisé, on va dire, dans le sens où il faut se dépêcher un petit peu, il faut suivre le mouvement, il faut manger à une certaine vitesse parce qu'après, la cuisine ferme et puis c'est l'heure de repartir. Donc, ça peut être un moment de stress pour l'enfant. Ça peut être aussi le moment d'aller faire la sieste. Ça peut aussi être quelque chose d'aussi simple de, je sais pas où sont les toilettes. Et du coup, j'ose pas trop aller faire pipi ou voilà, je suis gênée et du coup, c'est très inconfortable pour moi. Ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être aussi un problème avec un camarade de classe, tout simplement. Ou une difficulté de tolérer les nouvelles règles de vie. Je pense surtout aux petites sections, les tout petits. Comme je le disais, où par exemple il faut attendre d'être appelé pour pouvoir aller à un endroit, alors que peut-être votre enfant a tellement d'autonomie que pour lui c'est un non-sens et du coup c'est ces petites choses tout au long de la journée qui sont un petit peu parsemées comme ça, qui font que non, il a pas très envie de retourner à l'école. Voilà. Donc lui demander de raconter qu'est-ce qui te fait dire ça, et ensuite valider ce qu'il ressent. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Ça peut l'aider aussi à développer un peu plus. Et puis ensuite, le rassurer. De pouvoir lui offrir cette écoute et dire, je vois bien que c'est difficile pour toi aujourd'hui. Et peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta place dans ce nouveau rythme d'école. C'est encore tout nouveau. C'est ce qu'on appelle s'adapter à une nouvelle situation. Et je t'ai entendu. Je vais garder ça dans ma tête et dans mon cœur, et on en reparlera peut-être à la fin de la semaine pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué pour toi. Et ça lui permet d'être entendu dans ce qu'il traverse, mais aussi ça lui permet de dire ok, en fait il y a une évolution possible. C'est pas comme définitif. Et j'aime bien des fois reformuler en disant tu ne veux pas encore. Voilà, c'est pas encore acquis pour toi, tu ne veux pas encore aller à l'école, mais plus tard tu vas peut-être dire que j'adore l'école et que j'ai envie d'aller à l'école. Ça peut changer. Et ça rassure et ça amène vraiment la notion de temps qu'ils ont beaucoup de mal à acquérir. Mais bien souvent, notre enfant ne va pas être aussi docile, entre guillemets, coopératif, dans oui maman t'as raison, je vais y aller, ça va aller mieux. Non, des fois on va vraiment, même si on a fait preuve d'écoute empathique, c'est comme ça que ça s'appelle, notre enfant va vivre une vraie crise. Et là, en plus, là il a choisi le moment du matin où on est pressé pour aller déposer l'enfant, et là ça va devenir compliqué et on peut vite se sentir du coup submergé. Et du coup, briser cette écoute parce qu'on n'est plus disponible pour être à l'écoute de l'enfant. Il y a trop de choses autour à gérer encore. Et donc là, je vous renvoie à ce fameux livre, Le pouvoir des 3 sauts. C'est un livre qui donc a été écrit par Sonia Vincent et Lou Le Forestier-Milburn. Il est paru aux éditions Vuibert. Il y a, juste quelques jours encore. Il est tout frais. Et ces deux femmes, ces deux mamans, en fait, ont vraiment recensé dans ce livre tout ce qui peut être nécessaire à un parent pour arriver à accompagner son enfant tout au long de son enfance. Ce livre, en fait, on va dire plutôt cette approche des 3 sauts a été mis en place en 2021. Et donc, c'était sur le constat d'une simple discussion avec une amie commune qu'elles avaient et qui leur confiait ça. Et je pense qu'on l'a tous au moins dit une fois ou entendu au moins une fois. Voilà le constat que leur amie faisait. Franchement, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi compliqué d'être parent. Il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas avant la naissance, mais qui pèsent lourd une fois qu'on est parent. En ce moment, on vit des conflits tous les soirs avec Romy. On lui a installé un lit sans barreaux et elle ne fait qu'en sortir. On lui explique qu'on a besoin de dormir, on fait du chantage, mais rien n'y fait. Du coup, on finit par crier et elle s'endort en pleurant. Et ça m'embête qu'on termine nos journées comme ça.
Avec Maël, on commence à se demander ce qu'on fait mal. Et vous avez vécu ça aussi avec vos garçons? Et ça a été cette simple discussion, mais qui en fait résume très bien, je pense, la parentalité que chacun de nous peut vivre, que ça soit à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, les problématiques reviennent tout au long de la vie de l'enfant. Et donc voilà, ces 2 personnes, Sonia et Lou, se sont inspirées de ce qu'elles ont pu apprendre. Elles sont allées à Londres pour se former à ce qu'on appelle la discipline positive, qui a été mise en place par un philosophe parental et qui consiste à associer bienveillance, fermeté et encouragement. Et je trouve que tout est dit dans ces 3 mots. La bienveillance, on retrouve vraiment le courant de la communication non violente avec vraiment l'écoute empathique de ce que va traverser l'enfant. Et ce qu'on a toujours reproché à tout ce qui portait le mot positif, de dire alors c'est sans limite, il faut laisser tout faire. Non, justement, là il y a la fermeté, voilà, qui apporte le cadre, qui apporte vraiment les contours de notre parentalité et les contours de ce qui est raisonnable et de ce qui est du coup déraisonnable pour l'enfant, et les encouragements. Comment on peut encourager le comportement qu'on souhaite voir plus souvent chez notre enfant, et finalement ça a son importance. Et donc cette méthode, elle est vraiment, c'est une méthode, voilà. Ça aussi c'est vraiment très important de le comprendre. C'est très organisé. Alors moi qui suis ingénieur de formation, j'aime beaucoup parce que tout est bien fait, partie 1, partie 2, partie 3. On a 25 fiches méthodes qui permettent vraiment de nous accompagner dans toutes les situations. On va le voir un peu plus tard. Et donc l'intention de ces deux personnes, c'était de partager des outils concrets en fait aux parents qui pourraient vraiment faire la différence. Parce que il y a une partie dans notre parentalité qui n'est pas du tout instinctif. Garder son enfant en vie, oui, ça, on va savoir faire, mais l'élever avec respect, l'accompagner dans ses émotions, tout en posant des limites claires, le guider sans l'écraser, tout cela, ça s'apprend. Voilà, c'est ce qu'elles ont nommé en début de ce livre. Se garder heureux soi-même au passage sans s'épuiser et culpabiliser en pensant que les problèmes rencontrés viennent de nous encore plus. Et ça, c'est hyper important parce que tout au long du livre, le message est toujours ponctué de l'écoute des besoins du parent aussi. Il y a aussi cette tendance dans tous les courants éducatifs qu'on va voir de se dire mais il y en a que pour l'enfant, et nous en tant que parents, on peut s'oublier et n'être que disponible aux besoins de l'enfant. Et donc là, c'est aussi pour ça que j'aime vraiment cette approche, c'est que non, les deux besoins sont pris en compte dans chaque situation. Et donc on change de cette vision traditionnelle, voilà, dont on parle de plus en plus souvent dans cette émission Parents autrement. Je pense que c'est de tout d'où on vient, de comment on a été éduqués, et que cette éducation qu'on a pu recevoir, que nos parents ont reçue et que nos grands-parents ont eux aussi reçue, malheureusement, elle vise à appauvrir les liens et à réduire ces liens à des rapports d'autorité. Et ces rapports d'autorité, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, ne font que augmenter les conflits et l'intensité des conflits. Donc, c'est vraiment une méthode qui va nous permettre de sortir de ça pour aller vers quelque chose de nouveau, mais qui est à la fois très structuré. Et donc cette structure, elle peut vraiment être très soutenante parce qu'on a des principes, des règles, des étapes, avec un seul objectif final commun, c'est trouver l'équilibre entre les besoins de l'enfant et ceux des besoins propres du parent. Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale et puis on va aller voir plus en détail ce que contient ce livre et puis qu'est-ce que ça veut dire les 3 sauts. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour pour parler de parentalité et donc de ce fameux livre qui est sorti il y a quelques jours, Le pouvoir des 3 sauts. Sauts comme le seau de plage dans lequel on pourrait mettre des choses dedans. Donc en première partie, on a un petit peu parlé déjà des difficultés qu'on peut rencontrer avec la reprise de l'école et donc les limites qu'on pouvait avoir dans la discussion avec nos enfants quand on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais que même si on essaye de creuser, des fois on peut se sentir aussi un peu pris
de cours et ne pas avoir forcément le réflexe de tiens, qu'est-ce qui serait cohérent de dire là, qu'est-ce qui ferait sens, qu'est-ce qui me permettrait d'accompagner ce que traverse mon enfant. Et donc je vous renvoyais à ce livre qui est vraiment une pépite à tout point de vue. Donc les 3 sauts, c'est quelque chose qui est en lien, en fait, une théorie qui est en lien avec la pyramide de Maslow. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la découvrir, mais cette pyramide, elle est simplement là pour organiser les besoins de l'être humain, avec des besoins qui sont dits primaires, c'est-à-dire tout ce qui consiste à boire, manger, dormir, évacuer, respirer, être en mouvement, les besoins liés à l'hygiène, la santé. Et puis, aussi besoin d'avoir un logement, une maison, de routine, d'encadrement, de présence, de soutenabilité. Voilà, ça, c'est tous les besoins primaires qui sont communs à tous les êtres humains qui sont vivants sur Terre. Et plus on va grandir, et puis plus on va avoir des besoins secondaires qui vont arriver. Alors c'est comme ça qu'elles l'ont formulé dans la méthode des 3 sauts. C'est-à-dire que les besoins secondaires, ça va être les autres. Le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Donc la pyramide de Maslow, vous pouvez elle existe depuis très longtemps. Elle a été théorisée dans les années 40-50 à peu près. Mais tout ça pour dire que tout ce qui a été développé, étudié et compris repose sur ce concept-là. Et donc, un exemple très simple, c'est que un besoin primaire qui n'est pas satisfait, ça va donner, par exemple, il est irritable parce qu'il est fatigué. Voilà, comme le besoin de dormir est un besoin physiologique primaire, s'il n'est pas rempli, il y a des conséquences sur le comportement. Et donc, soit c'est que le besoin donc n'est pas rempli, soit l'enfant ou même l'adulte, parce que je pense que nous adultes on le fait aussi inconsciemment. On va tenter de combler ce besoin, et donc ça va donner quelque chose comme il fait du bruit à table pour attirer l'attention, par exemple. Voilà. Et là, on vient remplir le besoin d'attention qui va donc se trouver plutôt dans les besoins secondaires. Donc, reprenons, j'adore parce qu'il y a un exemple qui est très clair par rapport à l'école, une situation que vous avez dû déjà vivre, et peut-être pas forcément à l'école, mais ce qui est dit et ce que je vais vous lire. Si Mila refuse d'entrer dans la voiture après l'école, c'est parce qu'elle cherche à satisfaire son besoin naturel de contrôle et d'autonomie. À l'école, tout lui a été imposé et sa journée a été rythmée par des règles et des contraintes. Aussi, lorsqu'elle retrouve sa mère, sa figure affective, Mila relâche la pression et cherche coûte que coûte à satisfaire son besoin naturel de contrôle. Et sa première opposition tombe sous l'injonction immédiate de monter dans la voiture. Donc il y a fort à parier que cela continuera sur à peu près toutes les injonctions de la soirée. Et quant à Ismaël, s'il râle, c'est parce qu'il a faim. Sa faim lui génère un tel inconfort qu'il ne sait pas la gérer, d'où son comportement. Voilà, je pense que c'est des situations qui vous parlent assez fortement. On a bien tous dû vivre en tant que parents. Mais tout ça pour dire que on va relier, en fait, quel besoin n'est pas comblé ou quel besoin l'enfant est en train de combler pour mieux comprendre comment réagir. Et c'est vraiment une part essentielle de la parentalité, c'est d'arriver à, au-delà des comportements de l'enfant, décrypter les besoins qui sont derrière. Donc, par exemple, des solutions qui vont être aussi très concrètes, de mise en pratique tout au long du livre à chaque fois et à tous âges. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, pour les besoins primaires, on va avoir 3 exemples d'enfants qui ont 4 ans, 2 ans et demi et 8 ans, dans lesquels on va avoir des situations qui sont décrites et qui permettent de comprendre que se passe-t-il, que mettre en place et de voir l'évolution que on peut avoir. Par exemple, pour une petite fille de 8 ans qui a participé à un goûter d'anniversaire et qui rentre de cet après-midi avec certainement une grosse fatigue et puis peut-être qu'elle a beaucoup mangé aussi de sucre et de gâteaux et qui refuse du coup de coopérer sur tous les aspects de la routine du soir et que chaque opposition va se dégénérer en conflit. J'aime bien le avant-après. Avant, spontanément, ce que tout parent fait et ce que moi aussi je fais, ça va être parce qu'on est agacé, on est énervé et que ça commence à devenir insupportable pour nous. On se sent vraiment agacé, donc on va lui dire « tu es trop gâté, si tu te comportes comme ça, tu n'iras plus aux anniversaires ». On a envie de rentrer dans la privation, ce qu'on a toujours connu. Donc, en toute logique, c'est ce qu'on va faire.
On va essayer de priver ce qu'on a identifié comme étant la source du problème. Mais avec les méthodes des 3 sauts, on va pouvoir se mettre à la hauteur et comprendre que vit l'enfant. Et ça va être l'écoute empathique. Tu dois être fatigué après ce super anniversaire. Tu peux prendre ta douche demain matin si tu veux, et je t'apporte ton pyjama, et comme ça on peut aller lire une histoire dans ton lit, tout simplement. Et voir comment ça va se passer pour l'enfant. Et donc en fait, ce qui est mis en place là dans cette proposition, c'est d'adapter finalement la soirée en instaurant une ambiance calme, en limitant des stimulations et en simplifiant la routine à ce qui est indispensable, par exemple. Voilà, c'est une façon qui peut être intéressante d'envisager. Donc ça, c'est pour les besoins primaires, vous voyez, fatigue ou faim, ou voilà, toutes ces choses-là qui vont faire ou pas assez dormi, qui vont induire des comportements chez nos enfants. Donc les repérer et ensuite amener de la légèreté pour permettre à l'enfant de rapidement remplir son besoin qui est primaire. Et ce qui est besoin secondaire, donc ceux du dessus, dans la pyramide de Maslow. Il faut savoir déjà que c'est pas naturel pour nous de répondre à ces besoins secondaires. Et là, on est dans la part qui n'est pas instinctive, en fait. Et donc, voilà, ce sont des besoins qui sont pour autant indispensables pour l'épanouissement de la personne, même si un enfant est une personne, donc voilà. Et donc dans l'approche des 3 sauts, ça a été réduit donc 3 sauts pour 3 groupes. Le premier saut, c'est le saut affectif. Et puis alors j'aime bien le visuel parce qu'on a un petit saut avec un cœur. Le deuxième saut, c'est le saut de l'attention. On a un œil. Et le troisième saut, c'est le saut du pouvoir avec un éclair. Donc le saut affectif, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'amour inconditionnel. Faire tout ce que l'enfant peut faire et recevoir pour qu'il se sente aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Et pour ce qu'il réussit. Et ça développe en fait une estime de lui qui est saine et équilibrée. Donc on a le besoin de sécurité affective, d'être aimé, d'avoir de l'affection, d'être apprécié, qu'on prenne soin de lui, et les besoins de connexion. Ensuite, on va avoir le saut de l'attention, tout ce qui concerne le besoin d'être vu et entendu, de s'exprimer, d'interaction, qu'on s'intéresse à lui. Et en fait, c'est quelque chose j'ai bien aimé la référence, mais c'est quelque chose qu'on développe déjà avec un bébé, par exemple, où on peut dialoguer avec un bébé alors qu'il n'a pas encore les capacités de parler, mais en fait, on se rend compte, on développe déjà en fait de l'attention, et c'est vraiment bénéfique pour l'enfant parce que ça l'aide à se construire, parce que l'enfant va grandir, les dialogues vont changer, et dans tous les cas, en fait, l'enfant, parce qu'on lui a parlé, se sent considéré. Et ça va lui permettre de développer une bonne estime de soi. Un parent qui va s'intéresser sincèrement chaque jour à la personnalité de son enfant, à travers des paroles et des actions, va lui renvoyer une image positive de lui-même. Et ça, c'est vraiment un vrai cadeau. Et puis le dernier, le saut du pouvoir. Tout ce qui tourne autour du besoin d'avoir du contrôle, de prendre des décisions, de l'autonomie, de l'indépendance, d'exercer une influence. Alors celui-là, c'est vraiment le saut qui est le plus contre-intuitif auquel répondre. Et c'est tout ce qui va nous sembler injustifié. Voilà, où on va se dire que non, l'enfant n'est pas en capacité d'avoir ce type de responsabilité ou de liberté. Et ça devient très difficile parce qu'ils viennent nous chercher là-dedans, les enfants. Ils veulent tout faire, ils ont une envie d'autonomie que ça nous bouscule dans nos limites et dans qu'est-ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Et on doit jongler entre ça systématiquement. Et ça peut souvent se finir par des cris de notre côté, ou vers l'enfant, parce que si on l'empêche de faire certaines choses, l'enfant va leur vivre une grande frustration, il peut crier, taper, donner des coups, et alors que lui, il ne fait que répondre à son besoin d'explorer en fait le monde et par l'expérience et l'autonomie. Donc c'est quelque chose, le besoin de pouvoir de l'enfant, il est légitime, il est là. Il a besoin, et nous on a besoin d'être à ses côtés pour ne pas entraver en fait cet instinct qui est nécessaire à son développement. Mais il faut aussi s'y retrouver. Et donc c'est comment on peut accompagner ce besoin-là dans un cadre qui est respectueux des besoins de tous.
Là, je voudrais aussi vous renvoyer au livre de Arnaud et André Stern, Poser sur nos enfants les yeux de la confiance. Je pense qu'il fait très écho au saut du pouvoir. J'aurai l'occasion, sans doute, dans une autre émission, de vous parler de ce livre qui est aussi une pépite. Mais restons concentrés sur les 3 sauts. Donc la première partie du livre, elle va vous expliquer ce que c'est donc les 3 sauts, ce que je viens globalement de vous résumer. En deuxième partie, on va voir comment les remplir. Voilà. Et on va aussi voir qu'est-ce qui vide un seau. Parce qu'un seau, l'enfant va chercher à le remplir. Il va aussi être automatiquement rempli par certaines de nos actions. Mais nos actions peuvent aussi vider certains seaux et du coup engendrer des comportements liés à un seau qui vient de se vider. Donc, j'aime vraiment cette approche parce que on a tout un questionnaire aussi pour nous aider à comprendre comment, que fait notre enfant et à quel seau, ça correspond. Comment on peut les remplir positivement, comment on peut éviter de les vider inutilement. On a des fiches mémo à chaque fois qui résument un petit peu ce qui vient d'être expliqué. Et toujours, on a des exemples concrets avec des enfants avec un âge. Parce que l'âge est approprié à un comportement, donc c'est toujours important de respecter l'âge de l'enfant. On a aussi tout ce qui va tourner autour de des différentes stratégies qu'on va pouvoir avoir. Par exemple, si on prend le saut du pouvoir qui est pour moi le plus difficile à appréhender, et je pense pour beaucoup d'autres parents, on a toute une liste de stratégies qui vont être nommées avec des explications très claires de ce qu'on peut faire pour passer à l'action. Et toujours le mémo qui va nous permettre de nous souvenir de ça. Ensuite, plus on avance dans le livre, et puis plus on va commencer à trouver j'y arrive, à trouver ce fameux questionnaire qui va être le saut le plus grand de notre enfant. Parce qu'il faut savoir que pour la plupart des enfants, ils n'ont pas un besoin équivalent d'affection, d'attention et de pouvoir. Et donc, on a un chouette questionnaire qui va nous permettre de savoir quel saut est le plus grand chez notre enfant. Et donc, du coup, qui va nous permettre d'adapter en fait la stratégie. Et à chaque fois, on va avoir, si notre enfant a un saut affectif qui est grand, toute une description de choses à éviter, parce que ça va vider son saut affectif, et de choses à renforcer, parce que ça va le remplir. Et l'idée surtout, c'est de les amener à remplir leur saut de façon raisonnable et saine en fait. C'est-à-dire que l'enfant, sans le savoir, par exemple, pour ceux qui ont un saut de l'attention très élevé, très, très grand et qui a besoin d'être rempli, ceux qui veulent être vus et entendus, c'est ceux qui, par exemple, vont couper la conversation qu'on peut avoir, nous, en tant que parents, avec quelqu'un, ou même à d'autres personnes, vont toujours être en train de couper la parole pour parler de sujets qui ne sont pas urgents, véritablement. Et donc, ces interruptions de conversation, c'est comme ça que l'enfant va remplir son seau de l'attention, mais ce n'est pas une façon hygiénique, on va dire, de le remplir. Parce que ça ne respecte pas la vie en collectivité, en communauté, le respect de la parole, et ça ne lui apprend pas non plus l'écoute. Donc, ça va être un axe de développement d'arriver à l'accompagner, à arrêter d'interrompre une conversation, et donc à remplir son seau de l'attention différemment, et que cette façon de faire lui soit plus respectueuse des choses, des personnes et des valeurs qu'on a instaurées. Il y a aussi faire des bêtises pour attirer l'attention ou exiger une attention exclusive en permanence. Voilà. Refuser qu'on s'occupe du frère ou de la sœur parce que l'attention doit être uniquement sur soi. Donc ça va être hyper intéressant d'aller dévorer le livre parce que du coup, vous avez des fiches qui sont dédiées à ça et ça c'est vraiment chouette. Ces fiches, elles sont hyper bien construites. On va en parler juste après. Dans le saut du pouvoir, c'est pareil. Les enfants qui ont un saut du pouvoir qui est grand, ils vont être constamment en train de le remplir, mais d'une façon qui n'est pas respectueuse de leur monde, enfin du monde qui est autour d'eux. C'est-à-dire, par exemple, ignorer les besoins des autres, refuser toute règle ou toute contrainte.
Et là, c'est à tout âge, voilà. Imposer sa volonté sans compromis, exiger un contrôle total sur les décisions familiales, chercher à contrôler aussi les autres, remettre en question toutes les limites, faire tourner les autres en bourrique. Voilà, je pense que ça vous parle. Et donc là, on a toute une liste de choses qu'on va pouvoir mettre en place qui vont remplir le seau du pouvoir de l'enfant de façon hygiénique et permettre à ces demandes de pouvoir qui sont donc déraisonnables de s'estomper au fur et à mesure. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a aussi une vision dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas forcément immédiatement que tout va changer. Par contre, c'est parce qu'on a enclenché un changement et que chaque petit pas qui va être fait va permettre à l'enfant petit à petit d'évoluer et à terme d'avoir ce changement. Ce qui compte, c'est pas d'obtenir le résultat vite, c'est le chemin qui va être parcouru jusqu'à ce résultat. Donc, comme je vous disais aussi, dans ce livre, ce que j'aime énormément, mais vous avez compris, j'aime beaucoup de choses dans ce livre, c'est qu'on a une boîte à outils qui est concrète, et ça, donc à chaque fois dans le livre, ça va être repéré avec le symbole outil, qui sont des nouveaux concepts, éducatifs. Alors, je dis nouveaux pour ceux qui les découvrent, mais qui sont loin d'être nouveaux si on s'intéresse un tant soit peu à la pédagogie de Maria Montessori ou de tout courant éducatif bienveillant. Et ça va être par exemple comme l'attention positive. Par exemple, donc si j'en détaille un, l'attention positive, ça va permettre en fait à l'enfant qui a fait quelque chose d'une façon qui correspond à ce qu'on attendait, de l'encourager, de dire waouh, je t'ai vu, c'est ce chemin-là que tu dois continuer de suivre et je t'encourage en fait à le prendre. Et ça va être vraiment des choses très très simples, mais ça va être de remercier son enfant simplement en rappelant aussi ce que ça nous fait. Par exemple, merci d'avoir rangé tes jouets, c'est très agréable d'entrer dans ta chambre quand elle est comme ça. Ou merci de parler en chuchotant, tu respectes bien le temps calme. Ça va être de l'encourager aussi à respecter les règles en lui montrant qu'il est capable d'y arriver tout simplement. Et donc toutes ces petites actions vont être des moyens efficaces qui vont lui permettre de recevoir de l'attention, parce que vous le voyez là, et de lui permettre de rentrer dans un cercle vertueux d'attention positive. Il y a aussi tout ce qui va être donc les retraits de l'attention, quand par contre là il y a des limites qui ont été dépassées, et là j'aime bien parce qu'on rentre pas dans des punitions, des sanctions qui n'ont aucun lien avec ce que l'enfant a fait de mal. On va plutôt être dans le concept des conséquences logiques. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et à la fois, le retrait de l'attention, il vient trouver sa place dans un contexte où c'est l'attention qui était cherchée. Et notamment, moi, je pense aux enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. C'est quelque chose qui est essentiel en fait pour stopper un comportement qu'on vise à avoir réduit. On va avoir donc la conséquence logique, j'en ai parlé, l'écoute empathique, la réparation, les moments privilégiés, voilà, plein d'autres outils qui vont vraiment servir. Et ensuite, on va voir les 25 fiches. Donc elles sont franchement pas rigolées. 25 fiches avec des situations du quotidien. Mon enfant réclame tout le temps de l'attention. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, c'est hyper bien organisé, étape par étape. Tout est mis en gras quand c'est important. On est aussi on a des étapes à suivre en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà, à partir de quel âge on peut appliquer ça. Il y a mon enfant me coupe la parole. Il y en a aussi qui sont en lien avec le saut du pouvoir. Mon enfant me cherche ou me provoque souvent. Mon enfant argumente sans cesse. Mon enfant veut tout contrôler. Et puis, donc aussi ce saut affectif. Mon enfant est très sensible. Qu'est-ce que je peux faire? Mon enfant a du mal à se séparer de moi. Donc là, ça vous renvoie à la séparation avec l'école. Comment on peut ritualiser tout ça et arriver à avoir quelque chose qui nous permet de sortir de ce cercle infernal. Et ensuite, on a d'autres situations comme mon enfant se laisse faire, mon enfant est désagréable, mon enfant se décourage facilement, le repas avec mon enfant est un enfer. Voilà, c'est vraiment des situations de la vie quotidienne qui sont pesantes et qui font que
Voilà, on a du mal à s'en sortir. Et par exemple, il y en a un où mon enfant ne veut pas éteindre son écran. Voilà, parce que je vous vois, les parents qui galèrent avec les écrans, et ça, c'est pas quelque chose qu'on avait pu anticiper quand les écrans sont arrivés de plus en plus, qui ont une place omniprésente dans notre quotidien. En fait, ce que j'ai aimé dans ce schéma logique de l'enfant éteint l'écran, ça ne s'arrête pas là. Il a fait ce qu'on lui a demandé, comment on peut renforcer avec de l'attention positive. Et si l'enfant n'éteint pas l'écran, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle la règle, on pratique un peu d'écoute empathique, et si ça ne fonctionne toujours pas, on passe à l'action. Et ça ne s'arrête pas là, parce que bien souvent, en fait, on va passer à l'action, puis après, là arrive le conflit et la crise, et on ne sait pas quoi faire, et ça dérape en privation, en punition, et finalement, il n'y a aucun lien avec l'écran lui-même, et l'enfant n'a pas appris quelque chose. Et c'est une situation qui va se répéter encore et encore. Donc là, on est accompagné. Si l'enfant fait une crise, on va aller consulter la fiche suivante qui s'appelle « Mon enfant fait beaucoup de crises ». Si l'enfant nous a frappé, on va aller voir « Mon enfant frappe ou mord ». Voyez. Et donc, quand on se rend dans la fiche en question, on va aussi à nouveau avoir tout un schéma logique dans « Mon enfant fait beaucoup de crises » pour arriver à accueillir et gérer cette crise. Des façons aussi de les désamorcer et de les éviter, des façons donc de l'accompagner. Et là, à nouveau, en fonction c'est là où je vous dis que c'est un pas important d'avoir défini avant le plus grand saut de notre enfant, parce qu'en fonction que si le grand saut c'est le saut affectif, le saut de l'attention ou le saut du pouvoir, on va pas agir de la même façon. Et donc c'est là où vraiment, moi je me sens soutenue quand je vois ça, parce que en fait, c'est vraiment personnalisé par rapport au profil de l'enfant et à qui il est, et comment on peut l'accompagner au mieux en fin de compte. Donc voilà. Et puis après, pour terminer ce magnifique livre, il y a des petites scénettes qui nous rappellent tout plein de choses, les boîtes à phrases qu'on aurait envie de dire, et puis tous nos vieux schémas, encore une fois, héritage de nos parents, que nos parents ont eu de leurs grands-parents, et que nos grands-parents ont eu de leurs propres parents. Enfin, voilà, on va pas revenir sur sur le d'où on vient. Mais voilà, il y a toute une petite liste de scénettes de ce qu'on peut faire autrement, et qui peuvent être vraiment soutenantes, une à la fois. On va pas se mettre trop la pression, mais on peut en changer une à la fois, et c'est déjà un beau pas vers une relation bienveillante avec notre enfant. Voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir ce livre qui est vraiment bien construit. La seule chose que j'ai trouvé qui me manquait, c'était peut-être un index de toutes les fiches pour aller un peu plus vite quand on est on a besoin d'un petit rappel. Voilà, ça aurait été peut-être dans une version de quelque chose à apporter. Je vous souhaite, on arrive à la fin de cette émission, donc je vais vous souhaiter une belle journée sur les ondes de Radio Grand Lac, et je vous retrouve début octobre, le deuxième mercredi d'octobre, pour une nouvelle émission dédiée à la parentalité et à la maternité avec Parents Autrement. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac.